Dès les premières heures de la journée, une tension sourde flotte dans l'air de Montpellier, comme si quelque chose d'invisible était sur le point de se fissurer. Au commissariat, le rythme habituel semble ralenti, mais ce calme n'est qu'une illusion. Derrière les portes closes, les regards se croisent, lourds de sous-entendus, et chacun sent que l'affaire Kazan est en train de basculer. Ce n'est plus seulement une enquête parmi d'autres, c'est une ligne de fracture qui traverse les consciences, les loyautés et les certitudes. Dans son bureau, Alex tourne en rond. Depuis des jours, le doute le ronge. Il a relu chaque ligne du dossier de Jules, chaque rapport, chaque témoignage, mais quelque chose résiste, comme une pièce manquante dans un puzzle trop bien assemblé. Officiellement, tout pointe vers un accident de plongée, une fatalité. Officieusement, son instinct lui hurle que cette mort n'est pas propre, qu'elle porte la trace d'une main humaine. Il repense à Sacha Kazan, à son calme presque trop lisse, à cette manière de toujours rester à distance du chaos. Trop propre, trop maîtrisé. Et si cette maîtrise cachait autre chose ? C'est dans cet état d'esprit qu'Alex a demandé à Hugo de passer le dossier au crible. Pas un simple regard, mais une véritable autopsie intellectuelle, froide et méthodique. Hugo, lui, a accepté sans hésiter. Pour lui, les corps parlent toujours, à condition de savoir écouter. Et il y a, dans ce dossier, une dissonance qui attire son attention depuis le début, un détail presque invisible mais impossible à ignorer une fois qu'on l'a vu. Dans le laboratoire, l'atmosphère est clinique, presque apaisante. Hugo enfile ses gants avec un geste précis, presque ritualisé. Il rouvre les analyses toxicologiques, les résultats chiffrés, les graphiques. Au premier regard, rien d'anormal. Les paramètres sont dans les normes, les conclusions semblent cohérentes. Mais Hugo n'est pas homme à se contenter d'une première lecture. Il zoome, compare, recoupe. Et là, une valeur le fait tiquer. Une dose d'insuline, trop élevée. Pas suffisamment pour déclencher une alarme immédiate chez un légiste pressé, mais suffisamment pour troubler un esprit attentif. Il s'arrête, ferme les yeux un instant. L'insuline, chez un plongeur, chez un homme qui n'était pas diabétique. L'hypothèse d'une erreur médicale traverse son esprit, mais il la balaie aussitôt. Trop improbable, trop spécifique. Hugo sent une crispation dans sa poitrine. Ce qu'il a sous les yeux n'est pas une anomalie anodine. C'est une signature, discrète, mais terriblement éloquente. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Manu tente de se convaincre que cette journée sera comme les autres. Mais dès qu'il franchit le seuil de son appartement, il sait que c'est faux. Quelque chose s'est déplacé en lui, une certitude qu'il n'arrive plus à retrouver. La veille, Aude lui a annoncé la décision de la juge, une expertise psychologique est ordonnée. Officiellement, c'est une procédure de routine. Officieusement, c'est un coup porté à son intégrité. Manu, le flic solide, celui sur qui on peut compter, se retrouve soudain réduit à un dossier, à un profil à analyser. Il se regarde dans le miroir, cherchant sur son propre visage les signes d'un déséquilibre qu'on lui prête. Il ne voit qu'un homme fatigué, marqué par les affaires, par les compromis, par les nuits trop courtes. Est-ce suffisant pour douter de lui? Pour le mettre sous surveillance? Une colère sourde monte en lui, mêlée à une honte qu'il refuse d'admettre. Il pense à Lucie, la psy chargée de l'évaluer. Il la connaît, il sait qu'elle est compétente, humaine. Mais cette connaissance ne suffit pas à apaiser le sentiment d'être jugé, disséqué. Dans un autre quartier, Paloma est assise sur le bord de son lit, les bras entourant ses genoux. La nuit a été longue, peuplée de pensées qui tournent en boucle. Jérémy a dormi sur le canapé, comme un intrus dans un espace qui n'est plus le sien. Lorsqu'il s'est levé, il a tenté de parler, de s'expliquer, d'accuser Laurine de manipulation. Des mots, encore des mots. Paloma les a entendus sans vraiment les écouter. Ce qui la ronge, ce n'est pas seulement la trahison, mais sa propre cécité. Comment n'a-t-elle rien vu? Comment a-t-elle pu se tromper à ce point? Elle se lève, traverse l'appartement, et le trouve là, debout, hésitant. Il parle, dit qu'il l'aime, qu'il ne veut pas la perdre. Chaque phrase est une tentative désespérée de recoller les morceaux. Mais Paloma sent quelque chose se durcir en elle. Une frontière invisible mais infranchissable. Elle l'écoute jusqu'au bout, puis, d'une voix qu'elle ne reconnaît presque pas, elle lui demande de partir. Définitivement, ce n'est pas une scène, pas un cri. C'est une décision. Et dans ce calme apparent, il y a une violence plus grande que dans n'importe quelle dispute. Au lycée, Charlotte lutte contre un autre type de tempête. Elle n'a presque pas dormi. Les images de son cauchemar la hantent encore. La sextape projetée sur un écran géant, les rires, les chuchotements, les regards qui jugent. Elle se voit seule au milieu de la cour, exposée, réduite à un scandale. Son cœur s'emballe rien qu'en y repensant. Elle tente de respirer, de se concentrer sur le présent, mais l'angoisse s'accroche, tenace. Salomé le sent immédiatement. Elle observe Charlotte, ses gestes nerveux, son regard fuyant.
Elle essaie de lui parler, de la rassurer. Charlotte hésite. Elle a envie de tout dire, de se débarrasser du secret qui l'étouffe. Les mots sont là, au bord de ses lèvres. Mais avant qu'elle n'ose franchir ce pas, Sohan arrive. Sa présence interrompt tout. Charlotte se referme aussitôt, comme si on avait brusquement tiré un rideau. Le soulagement et la frustration se mêlent en elle, laissant un goût amer. De retour au laboratoire, Hugo poursuit son analyse. Plus il creuse, plus les pièces s'assemblent. L'insuline n'est pas là par hasard. Elle ne peut pas être le fruit d'une contamination accidentelle. Quelqu'un a administré cette substance. Discrètement, volontairement, Hugo sent le poids de cette conclusion s'abattre sur lui. Ce qu'il tient entre ses mains, c'est potentiellement la preuve d'un meurtre. Et cette preuve désigne un homme précis. Il appelle Alex. Sa voix est calme, mais chaque mot est lourd de conséquences. Il explique, détaille, justifie. Alex écoute en silence, les mâchoires serrées. À mesure que Hugo parle, le doute se transforme en certitude. Jules n'est pas mort par accident. On l'a aidé à mourir. Et Sacha Kazan, avec son sang-froid et ses silences, se retrouve au centre de l'équation. Quand Alex raccroche, il reste immobile un instant. Il sent cette excitation sombre qu'il connaît trop bien, ce mélange de satisfaction professionnelle et d'inquiétude personnelle. S'il a raison, il est face à un meurtrier. Un homme capable de tuer sans laisser de traces évidentes. Un prédateur qui avance masqué. Et cette pensée le pousse à agir, vite. Chez Manu et Eve, l'atmosphère est lourde. Alex débarque sans prévenir. Il expose les faits, sans détour. L'insuline, l'hypothèse de l'injection à l'insu de la victime. La crise cardiaque provoquée. Chaque phrase est un coup de marteau. Manu écoute, partagé entre le flic qui analyse et l'homme qui encaisse. Il comprend la logique, la cohérence de l'hypothèse. Mais il sent aussi que cette affaire va encore l'entraîner plus loin, au moment même où on remet sa stabilité en question. Il pense à l'expertise psy, à Lucie, à ce regard clinique qui va bientôt se poser sur lui. Comment enquêter sereinement quand on doute de soi, ou pire, quand les autres doutent de vous? Il serre les poings, se promet de tenir, de ne pas flancher. Mais au fond de lui, une fissure s'ouvre. Pendant ce temps, Paloma se confie à Kira. Les mots sortent enfin, désordonnés, chargés de colère et de tristesse. Elle parle de la trahison, de Laurine, de Jérémy, mais surtout d'elle-même. De cette impression d'avoir été aveugle. Kira l'écoute, sans juger. Elle sait que certaines blessures ne se referment pas avec des conseils, mais avec du temps. Et du courage. La journée avance, et chaque personnage semble porter un poids un peu plus lourd que le matin. À mesure que la vérité se rapproche, les certitudes s'effondrent. Hugo, sans l'avoir voulu, a ouvert une brèche. Alex s'y engouffre, déterminé. Manu vacille. Paloma tranche. Charlotte suffoque. Et dans l'ombre, Sacha Kazan continue d'exister, calme, presque absent, comme s'il ignorait encore que le piège commence à se refermer. Ou peut-être le sait-il déjà. Peut-être observe-t-il, en silence, attendant le moment opportun. La partie ne fait que commencer, et chacun, à sa manière, s'apprête à en payer le prix. La révélation d'Hugo ne quitte plus l'esprit d'Alex. Elle s'impose comme une évidence silencieuse, une vérité qu'il n'ose pas encore prononcer trop fort mais qui oriente déjà chacun de ses gestes. Dans les couloirs du commissariat, il avance avec une détermination nouvelle, presque fébrile. L'affaire Kazan n'est plus une hypothèse à explorer, c'est une piste à exploiter, méthodiquement, sans précipitation. Alex sait trop bien que face à un homme intelligent et prudent, la moindre erreur peut coûter cher. Il convoque Bernier, lui expose les éléments avec précision, sans emphase. L'insuline, la dose, l'absence de diabète chez Jules, la possibilité d'une injection à son insu. Bernier fronce les sourcils, prend des notes. Ce n'est pas encore suffisant pour un coup de filet, mais c'est largement assez pour justifier une surveillance renforcée. Sacha Kazan entre officiellement dans la catégorie des suspects dangereux. Un homme qui a su maquiller un meurtre en accident pourrait recommencer. Cette idée flotte dans l'air, lourde, inquiétante. Pendant ce temps, Hugo reste seul dans son laboratoire. Il observe les écrans, les chiffres, comme s'il pouvait encore lui parler. Il sait que son rôle s'arrête presque là, que désormais l'enquête glisse vers le terrain judiciaire et policier. Pourtant, une forme d'angoisse s'insinue en lui. Il n'aime pas être celui qui allume la mèche. Il repense au visage de Jules, à cette existence réduite à des données biologiques. Derrière chaque chiffre, il y avait une vie. Et peut-être une trahison mortelle. Chez Manu, la pression monte d'un cran. L'annonce de l'expertise psychologique ne cesse de résonner dans sa tête. Il se rend au travail avec cette sensation étrange d'être observé, évalué, même lorsqu'il n'est pas encore devant Lucie. Chaque décision, chaque réaction lui paraît soudain suspecte. Est-ce ainsi que les autres le voient? Comme un homme au bord de la rupture, potentiellement dangereux pour lui-même et pour les autres?
Lorsqu'il reçoit la convocation officielle pour les premiers entretiens, une colère sourde l'envahit. Il n'a rien demandé. Il n'a jamais refusé d'affronter les horreurs de son métier. Il a encaissé, encore et encore. Et voilà qu'on remet en question son équilibre. Il pense à Alex, à leur amitié, à cette loyauté ancienne qui les lie. Est-ce que lui aussi doute? Cette pensée le blesse plus qu'il ne veut l'admettre. Eve, de son côté, tente de maintenir une forme de normalité. Elle voit bien que Manu se referme, qu'il parle moins, qu'il s'isole dans ses pensées. Elle voudrait le rassurer, lui dire que cette expertise n'est qu'une étape, pas un jugement définitif. Mais elle sent que ses mots glissent sur lui sans vraiment l'atteindre. Manu est ailleurs, pris dans un combat intérieur dont il ne maîtrise plus les règles. Dans un autre coin de la ville, Paloma fait face au vide laissé par le départ de Jérémy. L'appartement semble plus grand, plus silencieux. Chaque objet lui rappelle une scène, une parole, un moment partagé. Elle se reproche encore de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir senti la distance s'installer. La trahison la blesse, mais ce qui la détruit vraiment, c'est la remise en question de son propre jugement. Avec Kira, elle essaie de mettre des mots sur sa colère. Elle dit qu'elle est en colère contre Jérémy, bien sûr, mais surtout contre elle-même. Elle se sent faible, naïve. Kira l'écoute, patiente, consciente que Paloma traverse une phase où aucune réponse ne sera satisfaisante. Quitter Jérémy était la seule décision possible, mais cela ne suffit pas à apaiser la douleur. Au lycée, Charlotte avance comme une funambule sur un fil trop tendu. Chaque regard lui semble suspect, chaque rire trop fort devient une menace. Elle sursaute au moindre bruit, lutte pour contrôler sa respiration. La sextape n'est pas sortie, pas encore, mais l'idée qu'elle puisse surgir à tout moment l'empêche de penser à autre chose. Elle vit dans l'attente d'une catastrophe permanente. Salomé tente de rester proche, de lui offrir un soutien discret. Elle sent que Charlotte est sur le point de craquer, que le secret devient trop lourd à porter seule. Mais Charlotte n'ose toujours pas parler. Elle a peur de perdre le contrôle, de tout déclencher en avouant. Le silence devient à la fois son refuge et sa prison. Pendant ce temps, Sacha Kazan poursuit sa routine avec un calme déconcertant. Il travaille, répond aux appels, gère ses affaires. Rien, en apparence, ne trahit une inquiétude particulière. Pourtant, il n'est pas stupide. Il sent que quelque chose a changé. Des regards plus insistants, des questions plus précises. Il comprend que la mort de Jules n'est plus considérée comme un simple accident. Et cette prise de conscience l'oblige à redoubler de prudence. Alex, de son côté, commence à assembler les prochaines étapes. Il sait qu'il doit avancer sans alerter Sacha, sans lui donner l'occasion de disparaître ou de détruire des preuves. Chaque action doit être mesurée. La pression est immense, mais elle le stimule. Il a le sentiment d'être enfin sur la bonne voie, même si cette voie est dangereuse. Manu, lui, se retrouve au cœur de cette tempête sans en être le centre. Il participe aux discussions, analyse les hypothèses, mais son esprit est parasité par l'idée de l'expertise. Il se demande comment Lucie va le voir, ce qu'elle va chercher à déceler en lui. Il redoute moins le verdict que le processus lui-même, cette mise à nu forcée. À mesure que la journée avance, les fils de cette affaire se resserrent autour des personnages, chacun à sa manière. Hugo porte le poids de sa découverte. Alex avance vers une confrontation inévitable. Manu vacille sous le regard de l'institution. Paloma tente de se reconstruire sur les ruines d'une relation brisée. Charlotte lutte pour ne pas sombrer dans la panique. Et au-dessus de tout cela plane une certitude de plus en plus claire, la mort de Jules n'était pas un accident. Quelqu'un a décidé de jouer avec la frontière entre la vie et la mort. Et ce quelqu'un, qu'il se sente encore en sécurité ou non, est désormais dans le viseur. La question n'est plus de savoir si la vérité éclatera, mais quand, et à quel prix. La première convocation arrive plus vite que Manu ne l'aurait imaginé. Le papier est neutre, administratif, presque banal. Pourtant, lorsqu'il le lit, il a l'impression qu'on lui enlève quelque chose d'essentiel, comme si son statut de policier, de professionnel aguerri, était suspendu entre deux lignes tapées à la machine. Une expertise psychologique, des entretiens successifs, une évaluation. Les mots sont froids, impersonnels, et pourtant ils frappent juste là où ça fait mal. Le jour du rendez-vous, Manu arrive en avance. Trop en avance. Il s'assoit dans la salle d'attente, observe les murs clairs, les fauteuils confortables, l'atmosphère volontairement rassurante. Tout est pensé pour apaiser. Et c'est précisément ce qui l'irrite. Il n'a pas besoin d'être apaisé. Il n'est pas malade. Il n'est pas dangereux. Il est simplement fatigué. Du moins, c'est ce qu'il se répète. Quand Lucie apparaît, son visage est calme, presque bienveillant. Elle le salue sans formalité excessive, l'invite à entrer. Son bureau est lumineux, ordonné, sans ostentation. Rien qui rappelle un interrogatoire, et pourtant Manu sent immédiatement la différence.
Ici, ce n'est pas lui qui pose les questions. C'est lui qui devient le sujet. Lucie commence doucement. Elle explique le cadre, la méthode, le fait qu'il ne s'agit pas d'un jugement mais d'une évaluation. Elle parle de stress post-traumatique, de charge émotionnelle liée au métier. Manu écoute, silencieux, les mâchoires serrées. Il sait qu'elle fait son travail, qu'elle n'est pas là pour le piéger. Mais chaque phrase lui donne l'impression d'être réduit à un cas, à un ensemble de symptômes potentiels. Les premières questions sont simples, son sommeil, son rapport au travail, sa capacité à déconnecter. Manu répond mécaniquement, comme il l'a toujours fait face à une hiérarchie ou à un supérieur. Tout va bien, il gère, il a l'habitude, mais Lucie ne se contente pas de ses réponses. Elle creuse, doucement, sans jamais hausser la voix. Elle lui demande ce qu'il ressent vraiment lorsqu'il est confronté à la mort, à la violence, à l'injustice. Et là, quelque chose se fissure. Pas une explosion, pas un effondrement spectaculaire. Juste un silence un peu trop long. Manu cherche ses mots. Il sent monter une irritation qu'il tente de contenir. Comment expliquer ce poids constant, cette tension qui ne le quitte jamais vraiment? Comment admettre qu'il se sent parfois vide, parfois en colère, parfois simplement épuisé d'être celui qui doit toujours tenir? Lucie observe, note, reformule. Elle ne juge pas, mais son regard est précis, attentif. Manu a l'impression qu'elle voit au-delà de ce qu'il dit, qu'elle perçoit les non-dits, les hésitations. Cette sensation d'être mis à nu le met mal à l'aise. Il se referme, répond plus sèchement. La séance se termine sur cette tension non résolue, laissant Manu avec un goût amer. Il sait qu'il y aura d'autres entretiens. Et il sait qu'il ne pourra pas éternellement rester sur la défensive. Pendant ce temps, Alex avance. Pour lui, chaque minute compte. La découverte d'Hugo a ouvert une porte, et il n'a aucune intention de la laisser se refermer. Il ordonne une analyse approfondie de l'entourage de Sacha Kazan, de ses habitudes, de ses déplacements. Pas de confrontation directe, pas encore. Juste une présence discrète, constante. Une pression qui s'installe sans bruit. Il se rend compte que plus il creuse, plus le portrait de Sacha devient ambigu. Un homme respecté, intelligent, capable de se montrer charmant. Mais aussi un homme qui garde toujours une longueur d'avance, qui contrôle son image avec une précision presque inquiétante. Alex sent que derrière cette façade se cache quelque chose de plus sombre. Et cette intuition le pousse à aller plus loin. Hugo, lui, commence à ressentir les répercussions de sa découverte. Il reçoit des appels, des demandes de précision, de nouvelles analyses. Il répond, explique, justifie encore et encore. Mais au fond, il sait que son rôle est terminé. La vérité médicale est posée. Désormais, c'est à la justice de faire son travail. Cette distance le soulage autant qu'elle l'inquiète. Il sait ce qui se passe quand la machine judiciaire se met en marche, rien n'est jamais simple, ni propre. Chez Paloma, le temps semble suspendu. Les heures passent sans qu'elle s'en rende compte. Elle range, dérange, s'assoit, se relève. L'absence de Jérémy est à la fois un soulagement et une douleur. Elle se surprend à écouter les bruits de l'immeuble, comme si elle attendait encore qu'il revienne. Puis elle se rappelle ses mots, sa trahison, et une colère froide la traverse. Elle sait qu'elle a fait le bon choix. Mais faire le bon choix n'empêche pas de souffrir. Charlotte, de son côté, vit une journée de plus sous tension. Elle évite les couloirs bondés, les groupes trop bruyants. Chaque notification sur son téléphone la fait sursauter. Elle imagine le pire, encore et encore. Dans sa tête, le scénario est toujours le même. L'exposition, le jugement, la honte. Elle n'a pas encore trouvé la force de parler. Et ce silence l'épuise. En fin de journée, Manu sort du cabinet de Lucie avec la sensation d'avoir couru un marathon sans bouger de sa chaise. Il est vidé. Ève l'attend, inquiète. Il lui dit que ça s'est bien passé, sans entrer dans les détails. Il n'a pas envie de revivre la séance, pas encore. Mais Ève voit bien que quelque chose a changé. Manu n'est plus seulement un flic sous pression. Il est un homme confronté à ses propres limites. Alex, lui, termine la journée avec une conviction renforcée. Les éléments s'alignent, lentement, sûrement. Il sait que le moment viendra où il devra affronter Sacha Kazan, le regarder dans les yeux, poser les bonnes questions. Mais ce moment doit être parfaitement préparé. Car face à un homme capable de tuer sans laisser de traces évidentes, la précipitation serait fatale. La nuit tombe sur Montpellier, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Chacun, à sa manière, porte le poids de cette journée. Manu avec ses doutes, Alex avec sa détermination, Hugo avec sa responsabilité, Paloma avec sa rupture, Charlotte avec sa peur. Et au centre de tout cela, une vérité qui se précise, inexorable. Le piège se referme, lentement. Et personne ne sortira indemne de ce qui est en train de se jouer. Alex sait qu'il franchit une ligne délicate. Jusqu'ici, il a avancé avec prudence, laissant la surveillance se faire discrète, presque invisible. Mais l'enquête ne peut plus rester figée dans l'attente.
La découverte d'Hugo a donné une direction claire, et désormais chaque heure qui passe est une opportunité pour Sacha Kazan de se protéger davantage. Alex n'aime pas précipiter les choses, pourtant il sent que le temps joue contre eux. Il ordonne une vérification approfondie des derniers contacts de Sacha, de ses déplacements récents, de tout ce qui pourrait trahir un moment de faiblesse. Rien d'illégal, rien de spectaculaire. Juste une présence plus insistante, une ombre qui suit sans se montrer. Alex veut observer comment Sacha réagit à cette pression diffuse. Un homme innocent n'y prête pas attention. Un homme coupable, lui, finit toujours par laisser échapper quelque chose. Sacha, de son côté, perçoit ce changement. Il ne peut pas le prouver, mais il le sent dans l'air, dans certaines questions trop précises, dans ces silences qui s'allongent lorsqu'il parle. Il garde son calme, comme toujours. Pourtant, une vigilance nouvelle s'installe en lui. Il revoit mentalement chaque geste, chaque parole prononcée depuis la mort de Jules. Rien ne doit lui échapper. Rien ne doit trahir la moindre faille. Chez Manu, les effets de l'expertise commencent à se faire sentir plus lourdement. La première séance avec Lucie a laissé des traces. Il se surprend à repenser à certaines questions, à certaines reformulations. Elles continuent de tourner dans sa tête, comme si elles avaient ouvert des portes qu'il préférait garder fermées. Lorsqu'il est sur le terrain, il doute de ses propres réactions. Est-ce qu'il agit par instinct professionnel, ou par colère? Est-ce qu'il est encore totalement maître de ses émotions? Lors de la seconde convocation, Lucie va plus loin. Elle aborde frontalement la question du contrôle, de la violence intériorisée, de la frontière parfois floue entre engagement et obsession. Manu se braque. Il refuse qu'on suggère qu'il pourrait dépasser les limites. Il rappelle son parcours, ses états de service, tout ce qu'il a déjà affronté sans jamais déraper. Lucie l'écoute, sans l'interrompre. Puis elle lui pose une seule question, simple en apparence, mais déstabilisante. S'est-il déjà surpris à agir par vengeance plutôt que par justice? Manu reste silencieux. Pas parce qu'il est coupable, mais parce que la question résonne trop fort. Il pense à certaines affaires, à certains visages, à cette colère sourde qui parfois l'envahit. Il finit par répondre, prudemment, en minimisant. La séance se termine sur ce malaise persistant. Manu sort avec la sensation que le regard posé sur lui est en train de changer, que le verdict, quel qu'il soit, n'en sera que plus lourd. Pendant ce temps, Paloma tente de reprendre pied. Elle range définitivement les affaires de Jérémy, comme un rituel de séparation. Chaque objet est un souvenir qu'elle doit trancher, sans se retourner. Elle pleure parfois, sans prévenir, puis se redresse, déterminée à ne pas replonger. Elle refuse de contacter Jérémy, malgré les messages qui continuent d'arriver. Sa décision est prise, même si le vide qu'elle ressent est immense. Charlotte, elle, est au bord de la rupture. La tension accumulée devient presque insupportable. Elle sent que le secret la dévore de l'intérieur. Lorsqu'elle se retrouve seule avec Salomé, dans un moment de calme apparent, elle commence à parler. Les mots sortent difficilement, entrecoupés de silence. Elle avoue qu'elle a fait une erreur, qu'elle s'est mise en danger, qu'elle a honte. Salomé comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple bêtise. Elle l'encourage à continuer, à aller jusqu'au bout. Charlotte tremble. Elle est sur le point de tout révéler. Mais au dernier moment, la peur reprend le dessus. La peur des conséquences, du regard des autres, de ce que cette vérité pourrait déclencher. Elle se referme brusquement, incapable d'aller plus loin. Salomé n'insiste pas, mais elle sait désormais que la situation est plus grave qu'elle ne l'imaginait. Alex, de son côté, reçoit de nouveaux éléments. Rien de décisif, mais suffisamment troublant pour renforcer ses soupçons. Des incohérences minimes, presque invisibles pour un œil non averti. Pour lui, c'est un langage familier, celui des coupables qui tentent de trop bien faire. Il sent qu'il se rapproche, mais il sait aussi qu'il marche sur un fil. Une erreur, et Sacha pourrait tout faire s'effondrer. En fin de journée, Alex croise Manu. Il perçoit immédiatement sa fatigue, son agitation contenue. Il hésite à lui parler de l'avancée de l'enquête, conscient que Manu est déjà sous pression. Mais il a besoin de lui. Il lui parle de la suite, de ce qu'il envisage. Manu écoute, partagé entre son devoir et cette impression désagréable d'être lui-même observé, évalué. Il accepte de continuer, par loyauté, par conviction. Mais au fond de lui, une inquiétude grandit. Et si cette affaire arrivait au pire moment? La nuit tombe à nouveau sur Montpellier, plus lourde encore que les précédentes. Les tensions ne se dissipent pas, elles s'accumulent. Alex s'engage sur une voie dont il ne pourra plus dévier. Manu s'enfonce dans un questionnement intime qu'il n'avait jamais vraiment affronté. Paloma avance, blessée mais déterminée. Charlotte vacille, suspendue entre l'aveu et le silence. Et Sacha Kazan, toujours en apparence intouchable, sent que l'espace autour de lui se rétrécit. Rien n'est encore visible aux yeux du monde. Mais en coulisses, tout est en train de se préparer. Et ce qui doit éclater n'attendra plus longtemps. Alex sait qu'il ne peut plus se contenter d'observer.
Les éléments accumulés dessinent désormais une trajectoire claire, mais encore fragile. Il lui faut provoquer un mouvement, tester la solidité du masque de Sacha Kazan sans révéler ses cartes. Une confrontation directe serait prématurée, presque suicidaire sur le plan judiciaire. Alors Alex choisit une autre voie, plus subtile, plus sournoise, créer une situation où Sacha se sentira obligé de réagir. Il organise un rendez-vous officiel, sous un prétexte administratif banal. Rien qui ressemble à une garde à vue, rien qui justifierait une alerte immédiate. Une discussion, un échange d'informations. Pourtant, derrière cette façade anodine, l'objectif est précis, observer. Chaque micro-réaction, chaque hésitation, chaque silence trop long devient une donnée précieuse. Alex connaît ce terrain. Il sait que certains hommes parlent même lorsqu'ils se taisent. Sacha arrive à l'heure, impeccable. Son attitude est détendue, presque cordiale. Il s'installe face à Alex sans montrer la moindre crispation apparente. Il répond aux questions avec précision, rappelle les faits tels qu'ils ont été établis officiellement. Jules, l'accident, la plongée. Tout est cohérent, parfaitement huilé. Mais Alex sent une tension sous-jacente, un contrôle excessif. Comme si chaque mot était soigneusement pesé avant d'être lâché. Alex glisse alors, presque négligemment, une référence à l'autopsie complémentaire. Il ne parle pas d'insuline. Pas encore. Il se contente d'évoquer de nouveaux éléments médicaux. Il observe. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traverse le regard de Sacha. Une ombre. Fugace, mais réelle. Alex la capte immédiatement. Ce n'est pas de la surprise, ni de l'incompréhension. C'est une alerte intérieure. Un calcul qui se met en place. Sacha se reprend aussitôt, pose des questions, demande des précisions. Trop calmement, trop vite. Alex n'insiste pas. Il laisse planer l'incertitude, puis conclut l'entretien sur un ton neutre. Sacha repart sans incident, sans éclat. Mais Alex sait désormais une chose essentielle, il a touché juste. La faille existe. Elle est minuscule, mais elle est là. Pendant ce temps, Manu traverse une période de plus en plus instable. Les séances avec Lucie s'enchaînent, et chacune d'elles creuse un peu plus profondément. Lucie commence à percevoir ce que Manu tente de dissimuler derrière son professionnalisme, une fatigue chronique, une colère rentrée, une peur sourde de perdre le contrôle. Elle ne le confronte pas brutalement. Elle observe, reformule, laisse Manu se heurter à ses propres contradictions. Lors d'un nouvel entretien, elle aborde la notion de seuil. Le moment précis où un individu, sous pression constante, peut basculer sans s'en rendre compte. Manu réagit vivement. Il refuse l'idée même de ce basculement. Il se sent insulté, réduit à une bombe à retardement. Lucie ne recule pas, mais elle nuance. Elle ne parle pas de danger immédiat. Elle parle de vigilance, d'alerte, de prévention. Pourtant, ces mots s'inscrivent dans l'esprit de Manu comme une menace déguisée. En sortant du cabinet, Manu se sent vidé. Il se demande si cette expertise est vraiment destinée à l'aider, ou si elle sert avant tout à protéger l'institution contre lui. Cette pensée l'isole encore davantage. Il se replie, parle moins, évite les discussions inutiles. Même avec Ève, il garde ses distances, par peur de dire quelque chose qu'il regretterait. Paloma, de son côté, commence à ressentir les premiers signes d'un apaisement fragile. Le manque est toujours là, mais la colère a pris le dessus sur la tristesse. Elle se surprend à respirer un peu mieux, à se projeter, timidement, dans un futur sans Jérémy. Pourtant, certains soirs, la solitude lui tombe dessus avec violence. Elle lutte contre l'envie de céder, de rappeler, de replonger. Et chaque fois qu'elle résiste, elle se sent un peu plus forte, un peu plus brisée aussi. Charlotte, elle, approche dangereusement du point de rupture. Le poids du secret devient insupportable. Elle dort mal, mange peu, vit dans un état de tension permanent. Lorsqu'elle se retrouve seule, les images de la sextape la submergent, la paralysent. Elle se demande combien de temps encore elle pourra tenir sans parler. Elle sait qu'en se taisant, elle se protège. Mais elle sait aussi qu'elle se détruit. Un soir, face à Salomé, Charlotte craque presque. Les mots reviennent, plus insistants que jamais. Elle pleure, tremble, dit qu'elle n'en peut plus. Salomé comprend que l'aveu est imminent. Elle la soutient, lui promet qu'elle ne sera pas seule. Mais Charlotte hésite encore, terrorisée par les conséquences. Ce moment suspendu, entre la vérité et le silence, devient une torture quotidienne. Alex, de retour au commissariat, fait le point. La réaction de Sacha l'a conforté dans ses soupçons. Il sait désormais que l'homme qu'il a en face de lui n'est pas aussi détaché qu'il le prétend. Il partage ses conclusions avec Bernier, sans triomphalisme. Ils conviennent de la suite, renforcer la pression, préparer le terrain pour une action plus directe. Mais chaque pas doit être calculé. La moindre erreur pourrait permettre à Sacha de se retourner contre eux. Manu est informé, brièvement. Il écoute, tente de rester concentré.
Mais son esprit est ailleurs, parasité par les mots de Lucie, par cette idée insupportable qu'on puisse douter de lui au moment même où l'affaire devient la plus dangereuse. Il se sent pris en étau, coincé entre une enquête capitale et un examen intérieur qu'il n'a jamais souhaité mener. La nuit s'installe une nouvelle fois sur la ville. Rien n'a encore explosé, mais tout est prêt. Alex a provoqué un premier mouvement. Lucie a ouvert une brèche dans l'armure de Manu. Charlotte est suspendue au bord de l'aveu. Paloma avance, fragile mais déterminée. Et Sacha Kazan, désormais conscient d'être observé de plus près, commence à ajuster ses stratégies. Le calme apparent ne trompe plus personne. L'épisode entre dans sa phase la plus dangereuse. Et chacun, à sa manière, sent que la prochaine étape sera irréversible. La pression n'est plus diffuse. Elle devient palpable, presque physique. Alex le sent dès qu'il franchit les portes du commissariat. L'enquête a changé de statut. On n'est plus dans l'hypothèse prudente, ni dans l'observation silencieuse. Les éléments accumulés forment désormais un faisceau cohérent, suffisamment solide pour justifier une montée en puissance. Chaque décision qu'il prend a désormais le goût du risque calculé. Il réunit son équipe restreinte, pose les faits avec clarté. L'anomalie toxicologique, la réaction de Sacha lors de l'entretien, les incohérences relevées dans son comportement depuis la mort de Jules. Alex ne dramatise pas, il n'en a pas besoin. Les regards autour de la table parlent pour lui. Tous comprennent que le dossier est entré dans une phase critique. La question n'est plus si Sacha a quelque chose à se reprocher, mais comment le coincer sans lui offrir la moindre échappatoire. Alex décide alors d'accélérer, pas par une arrestation brutale, mais par une stratégie plus fine, multiplier les points de pression, créer un environnement où chaque mouvement de Sacha est observé, analysé, interprété. Il veut l'obliger à commettre une erreur, même minuscule. Une trace, une contradiction, un faux pas suffirait à tout faire basculer. Sacha, de son côté, ressent ce changement avec une lucidité glaciale. Il comprend que le temps ne joue plus en sa faveur. Les échanges deviennent plus tendus, les silences plus lourds. Il sent qu'on l'attend au tournant. Pourtant, il continue de jouer son rôle avec une précision presque inquiétante. Il ne panique pas, il s'adapte, chaque geste est réfléchi, chaque parole pesée. Mais cette maîtrise a un coût, une fatigue nerveuse qu'il peine de plus en plus à dissimuler. Chez Manu, la situation atteint un point de rupture intérieure. Les séances avec Lucie prennent une tournure plus sérieuse. Elle ne parle plus seulement de stress ou de fatigue, mais de limites. De seuil critique. Elle explique que certains profils, confrontés à une pression prolongée, peuvent perdre en discernement sans même s'en rendre compte. Manu écoute, tendu, le regard dur. Il entend ce qu'elle dit, mais refuse de s'y reconnaître. Pourtant, lorsqu'elle évoque ses réactions récentes, ses accès de colère contenus, son irritabilité croissante, quelque chose le déstabilise. Il se revoit sur certaines scènes, se souvient de regards, de gestes un peu trop brusques. Rien d'illégal, rien de condamnable, mais assez pour ébranler la certitude qu'il avait de lui-même. Cette prise de conscience l'effraie plus que n'importe quelle sanction. En sortant de la séance, Manu n'est plus sûr de rien. Il craint désormais le verdict à venir. Pas tant pour ses conséquences professionnelles que pour ce qu'il pourrait révéler de lui. L'idée d'être jugé inapte, ou simplement fragile, l'obsède. Il se sent isolé, prisonnier d'un rôle qu'il ne maîtrise plus totalement. Paloma, quant à elle, commence à mesurer les répercussions réelles de sa rupture. Les messages de Jérémy se font plus rares, puis cessent. Ce silence, qu'elle pensait souhaiter, la confronte à une solitude brutale. Elle tente de remplir le vide, de s'occuper, de sortir. Par moments, elle se sent presque légère. À d'autres, elle s'effondre sans prévenir. Mais au fond d'elle, une certitude persiste, elle ne reviendra pas en arrière. Même si le prix est élevé. Charlotte vit ses heures les plus sombres. La peur ne la quitte plus. Elle a l'impression d'être constamment au bord du gouffre. Chaque sonnerie de téléphone, chaque notification, chaque regard la fait sursauter. Elle dort à peine, mange par automatisme. Le secret qu'elle porte devient un poids insupportable. Elle sait qu'elle ne pourra plus tenir longtemps. Face à Salomé, une nouvelle fois, Charlotte se rapproche dangereusement de l'aveu. Les mots viennent, s'arrêtent, repartent. Elle parle de honte, de peur, de ce sentiment d'être piégée. Salomé comprend que ce n'est plus seulement une question de scandale, mais de survie psychologique. Elle insiste doucement, sans forcer. Elle lui dit qu'elle n'est pas seule, qu'il existe des solutions. Charlotte écoute, les larmes aux yeux, consciente que le moment de vérité approche inexorablement. Au commissariat, Alex reçoit les derniers retours. Les surveillances n'ont encore rien livré de décisif, mais la tension monte. Sacha se montre plus prudent que jamais. Trop prudent. Alex le sait. Cet hyper-contrôle est souvent le signe avant-coureur d'une erreur. Il décide de maintenir la pression, convaincu que la patience finira par payer. Manu est tenu informé,
mais il se sent de plus en plus en décalage. Il fait son travail, analyse, propose, agit. Pourtant, une voix intérieure ne cesse de lui murmurer qu'il est observé, évalué, jugé. Cette sensation le ronge. Il a peur de perdre pied au moment même où l'enquête exige le plus de sang-froid. La nuit tombe une nouvelle fois, plus lourde, plus oppressante. Tout semble prêt à exploser. Alex est sur le point de passer à l'offensive finale. Manu redoute les conclusions de Lucie. Charlotte vacille au bord de l'aveu. Paloma tente de tenir debout malgré les secousses. Et Sacha Kazan, désormais acculé, sait que la moindre erreur pourrait lui être fatale. Il ne reste plus qu'une étape. Une seule. Celle où les masques tomberont, où les silences parleront plus fort que les mots. La fin est proche, et elle ne laissera personne indemne. Le dernier mouvement s'enclenche sans fracas. Pas de sirène, pas d'annonce spectaculaire. Juste une succession d'actes précis, presque mécaniques, comme si tout avait été décidé bien avant que les protagonistes n'en prennent pleinement conscience. Alex le sait, c'est maintenant ou jamais. La pression accumulée, les observations, les incohérences, tout converge vers un point unique. Il n'y aura pas de seconde chance. Sacha Kazan est convoqué une nouvelle fois. Le cadre est formel, plus que lors de la précédente rencontre. L'atmosphère est différente, plus dense, plus fermée. Dès qu'il franchit la porte, Sacha comprend que quelque chose a changé. Les visages en face de lui ne sont plus dans l'attente, mais dans la certitude. Il s'assoit, conserve son calme, mais son regard trahit une vigilance extrême. Il sait que chaque seconde compte. Alex commence sans détour. Il déroule les faits, lentement, méthodiquement. La plongée, le décès de Jules, les conclusions officielles. Puis il introduit l'élément qui fait basculer l'échange, l'anomalie toxicologique. Il parle de l'insuline, de la dose, du fait qu'elle n'avait aucune raison d'être présente dans le corps de Jules. Il observe attentivement la réaction de Sacha. Cette fois, l'homme ne parvient pas à masquer totalement son trouble. Une tension passe dans son regard, une crispation imperceptible pour un profane, mais évidente pour Alex. Sacha tente de reprendre la main. Il questionne, demande des preuves, évoque l'hypothèse d'une erreur, d'une contamination. Alex le laisse parler, puis resserre l'étau. Il évoque la possibilité d'une injection à l'insu de la victime, le lien direct avec une crise cardiaque provoquée. Il ne ose jamais la voir. Il n'en a pas besoin. Chaque phrase est un pas de plus vers l'inéluctable. À cet instant, Sacha comprend qu'il est coincé. Il ne l'avoue pas, pas encore, mais son assurance se fissure. Les mots deviennent plus rares, les réponses moins fluides. Le masque commence à se craqueler. Alex sait qu'il n'obtiendra peut-être pas d'aveu immédiat. Mais ce n'est plus nécessaire. Les éléments sont suffisants. La machine judiciaire peut désormais avancer. Pendant ce temps, Manu attend. Il est ailleurs, physiquement présent mais mentalement absorbé par une autre angoisse. Les conclusions de Lucie sont imminentes. Il le sent. Les derniers entretiens ont laissé planer un doute lourd, presque insupportable. Lorsqu'il est convoqué une ultime fois, son cœur se serre. Il s'attend au pire. Lucie lui parle avec calme, sans détour. Elle reconnaît son engagement, sa lucidité professionnelle, sa capacité à analyser les situations complexes. Mais elle évoque aussi les signaux d'alerte, la fatigue accumulée, la colère contenue, le risque de dépassement à long terme. Son verdict n'est pas une condamnation, mais un avertissement. Manu n'est pas inapte, pas dangereux, mais il est à un seuil critique. Et s'il continue sans soutien, sans recul, il risque de se perdre. Manu encaisse. Ce n'est pas la sanction qu'il redoutait, mais ce n'est pas non plus un soulagement. C'est une vérité inconfortable. Il comprend qu'il ne pourra plus faire comme avant. Qu'il devra accepter ses limites, ou les subir. Cette prise de conscience le laisse vidé, mais aussi étrangement lucide. Chez Paloma, le calme revient par vagues irrégulières. Le silence laissé par Jérémy est désormais total. Il n'y a plus de messages, plus d'attente. Ce vide, qu'elle redoutait tant, devient peu à peu un espace à reconstruire. Elle n'est pas encore apaisée, mais elle se sent plus droite, plus alignée avec sa décision. La douleur est là, toujours, mais elle ne la définit plus entièrement. Charlotte, elle, atteint enfin le point de non-retour. Le secret ne peut plus rester enfoui. Face à Salomé, dans un moment de fragilité extrême, elle parle. Elle avoue tout. La sextape, la honte, la peur, l'angoisse permanente. Les mots sortent dans un flot désordonné, mêlé de larmes. Salomé écoute, bouleversée, mais présente. Pour Charlotte, cet aveu n'est pas une libération totale, mais une respiration. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'est plus seule avec sa peur. La journée touche à sa fin lorsque la nouvelle tombe officiellement. Sacha Kazan est désormais considéré comme suspect majeur dans la mort de Jules. L'affaire change de statut. Rien n'est encore public, mais les lignes sont tracées. Alex sait que le plus dur commence maintenant, prouver, convaincre, résister aux contre-attaques. Mais il sait aussi qu'il a fait ce qu'il fallait.
Manu rejoint Eve en fin de soirée. Il ne parle pas tout de suite. Il s'assoit, silencieux. Puis il lui dit simplement qu'il va devoir ralentir, apprendre à faire autrement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une nécessité. Eve l'écoute, émue, consciente que ce pas est aussi difficile que courageux. La nuit tombe sur Montpellier. Les tensions ne disparaissent pas, mais elles changent de forme. Le piège s'est refermé sur Sacha. Les vérités ont émergé, laissant derrière elles des cicatrices invisibles. Rien n'est réellement réglé, mais chacun, à sa manière, a franchi un seuil. Dans un si grand soleil, il n'y a jamais de victoire totale. Seulement des avancées, des pertes, des conséquences. Et cet épisode en est la parfaite illustration. La vérité éclate, oui. Mais elle laisse derrière elle un paysage profondément transformé, où plus personne ne peut prétendre être indemne.